Bonjour, ça c'est ce que j'utilise. Moi j'ai 65 ans. Mon fils de 33 ans, il utilise ça, une carte de débit. Mon fils de 30 ans, il utilise ça pour payer. Donc quand Paul Demlitsky m'a parlé de la thèse de Simmel, c'était très, très concret pour moi. Parce que je pense, et je ne suis pas le seul, qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vivons cette évolution. Donc, quand moi j'ai entendu parler de l'arrivée de la Libra, ça ne m'a pas étonné. Parce que, peut-être contrairement à ce que j'ai entendu de monsieur le professeur Manfredi, je suis absolument persuadé que dans quelques années, on aura une monnaie complètement dématérialisée. J'aurais même plus de billets dans ma poche. J'aurais peut-être quelque chose de plus moderne qu'un smartphone pour payer partout. Mes deux fils, ils me considèrent un peu comme un martien par rapport aux moyens de paiement que j'utilise. Je pense que donc les banques centrales, elles font un combat d'arrière-garde. Mais je ne suis pas certain que c'est un combat d'arrière-garde qui est tout à fait innocent. Et puis, c'est peut-être des questions comme ça que je vais poser aux différents intervenants. Mais en attendant, je vais vous présenter M. Christian Stiefmüller, ici, qui est invité pour participer à cette table ronde, qui est un consultant senior chez Finance Watch, donc une organisation non gouvernementale qui s'occupe de surveiller les marchés financiers et les acteurs financiers. Il est diplômé de l'Université de Californie. Il a un MBA en finance à l'Université d'Innsbruck en Autriche. Il est spécialisé dans les questions de régulation bancaire et financière. Et il a travaillé dans de nombreuses institutions financières comme la Deutsche Bank. Alors, ma première question, elle sera pour lui, évidemment, puisque les autres intervenants vous sont connus. Comment est-ce que votre organisation accueille la perspective de voir arriver une monnaie Libra sur le marché? Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est le début de la fin du monopole des banques centrales? Ce qui expliquerait, à mon sens, leur attitude plus que réservée sur cette monnaie privée. Tout d'abord, je voudrais peut-être encore rajouter, Finance Watch est une association non gouvernementale et notre mission est encadrée dans la devise Making Finance Save Society. Et ceci explique déjà en grande partie pourquoi nous voyons la proposition de Facebook et de ses associés avec une profonde méfiance. À notre avis, le Libra propose toutes les promesses de la digitalisation dont a parlé M. Perret justement, M. Coudray justement, mais en réalité, elle n'en offre aucune. Tout d'abord, le Libra, comme vous l'avez déjà entendu à plusieurs fois aujourd'hui, ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas une monnaie, c'est un jeton de paiement contrôlé par une poignée d'entreprises mondiales. C'est plus ou moins un chèque cadeau glorifié de la part de quelques grandes entreprises. Deuxièmement, le Libra n'a pas les qualités dont on s'attend que possède une crypto-monnaie, c'est-à-dire l'indépendance des banques centrales, parce que c'est un stablecoin qui porte sur les monnaies officielles qui toujours seront administrées par les banques centrales. Ce n'est pas un système peer-à-peer, un système distribué, c'est une blockchain fermée, propriétaire
à Facebook et à ses associés. Et finalement, c'est un réseau qui est contrôlé, un réseau de distribution, encore une fois contrôlé par cette petite clique d'entreprises. Deuxièmement, le Libra, en tant qu'actif financier privé, et pas comme monnaie, en tant qu'actif financier privé, exposera ses utilisateurs à des pertes. Ça aussi, on en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. Il n'y a pas une garantie implicite ou explicite, comme elle est de la part, par exemple, des États et des banques centrales qui distribuent la monnaie officielle. Alors, l'individu, l'utilisateur, est exposé à des pertes. Avec quel bénéfice? La Libra réclame qu'elle permettra accès à la monnaie à une grande partie de la population mondiale qui ne l'a pas à présent. Pourtant, pour s'en servir, il faut un smartphone, il faut accès à l'Internet et il faut l'expérience, l'expérience technologique pour le manipuler. Vous ne croyez pas vraiment que ce système, beaucoup plus compliqué que les systèmes, par exemple M-Pesa, dont on a parlé tout à l'heure, sera vraiment visé à ce genre d'utilisateur? Certainement pas. Cette proposition est visée surtout aux utilisateurs dans les pays développés. Et là, on vient à un autre point. Comme actif financier, le Libra sera administré par une association Libra qui sera plus ou moins une entreprise gérante de fonds. Ce sera, dans la parlance des marchés, un money market fund. Le plus grand money market fund dont vous avez entendu jusqu'à présent. Si vous vous rappelez peut-être la naissance de la crise de 2007-2008, les money market funds et les problèmes de liquidité, les ventes forcées d'actifs sûrs, d'actifs qu'on avait présumés sûrs, étaient à la racine de la dernière crise. Alors on va créer une institution systémique au niveau global. Pourtant, jusqu'à présent, je ne vois pas un effort de la part des régulateurs de réglementer cette organisation sur le même niveau, c'est-à-dire sur le niveau global. Je ne vais pas répéter ce qu'on a entendu parce que les effets, les interactions entre le fonds et les marchés de capitaux globaux incluent les banques centrales, seront extrêmement déstabilisants par l'échelle même de cette entreprise, de ce projet. Et comme j'ai dit, la probabilité que cette instabilité va créer des pertes pour l'utilisateur, c'est-à-dire pour le consommateur. Et dans des effets de deuxième ronde, pour les imposants, pour les taxpayers, qui va finalement porter le risque de déstabilisation des monnaies officielles des pays sur lesquels le Libra est benchmarked, auquel il est
ancrés, ce sont des risques qu'à mon avis ne sont pas balancés ou ne sont pas justifiés par les avantages promis d'une disons, monnaie privée globale que propose Facebook. À mon avis, juste pour conclure, à mon avis, ici il s'agit pratiquement d'un projet qui aspire à usurper le rôle des CBDC. On a ici un actif spéculatif, un chèque cadeau et pas de la monnaie. Okay. Si je vous comprends bien, on est proche de ce que disait le professeur Manfrini tout à l'heure, de l'escroquerie. Je ne le mettrai pas ainsi. Forcément, les proposants de ce projet, surtout Facebook, je crois dans le passé, a montré, disons, une interprétation assez libérale des lois auxquelles elle est soumise. Oui. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui voudrait réagir aux propos de M. Steve Muller? Paul? Peut-être une question plus générale, puisqu'on prend le Libra comme si c'était un fait, mais je crois que le profil de Libra est en train de se dessiner, il est en train de changer au fur et à mesure des annonces de presse. Et est-ce que le profil est suffisamment net pour qu'on puisse en parler comme d'une réalité? Je crois que Cédric Thiel tout à l'heure a posé aussi un certain nombre de questions allant dans ce sens. Est-ce que c'est une question que je répercute en quelque sorte, qui me paraît importante? Est-ce qu'elle existe, ce Libra? Est-ce que le projet est suffisamment articulé? Alors, pour ma part, je crois qu'en l'état, c'est plus un projet vivant, entre guillemets, donc, qui évolue. Mais non, il n'est pas encore opérationnel et ce n'est pas clair que les instances qui le pilotent ont une idée encore arrêtée de ce qu'ils veulent vraiment. Mais c'est un pavé dans la main. Oui. Oui, en y rajoutant que, comme j'ai tenté de vous l'expliquer, dès l'instant où on ne peut pas qualifier Libra comme un système de paiement, sauf à modifier la loi, il n'y a pas de base légale en vigueur pour permettre à la FINMA de donner son agrément. Sauf à baptiser encore une fois Libra comme un système de paiement, mais je vous ai expliqué qu'à mon avis, c'est techniquement pas possible en l'état. Donc cela voudrait dire que ça va faire preuve d'une interprétation très extraordinaire. La FINMA, sans modification préalable de la loi sur la structure des marchés financiers, ne pourrait pas donner sa bénédiction. Comme disait l'autre, c'est mon avis et je le partage. En fait, comme vous venez de le rappeler, Monsieur Steve Muller, et puis comme d'autres intervenants l'ont dit, on est en face de l'arrivée de la première communauté privée de paiement, mais il va y en avoir d'autres, ça va se multiplier comme des petits pains. Et puis en face de ça, que voit le consommateur, il voit des banques centrales qui sont censées représenter une souveraineté en termes de système de paiement. Il voit des banques centrales qui sont complètement apathiques, qui préparent quelque chose, comme vous l'a dit M. Perret, mais qui en fait sont complètement apathiques. Alors est-ce que ces banques centrales vont rester longtemps les bras ballants devant l'arrivée de ce genre de monnaie privée, de système? Enfin, ça risque d'être une vraie anarchie au niveau des systèmes de paiement. M. Rossi, peut-être, ou M. Tille. Le micro étant là. Je n'irai pas jusqu'à les qualifier d'apathiques. Une banque centrale va toujours être par nature inertielle. Donc c'est quand tout le monde trouve qu'il y a une super idée, la banque centrale, c'est l'acteur qui dit oui, pas si vite, on va d'abord y réfléchir. C'est sa tâche. Je crois qu'il y a des vrais efforts de réflexion qui se font. Certaines vont aller plus vite que d'autres. En ma lecture, en l'état de leur réaction, ce n'est pas un non absolument jamais. C'est plutôt un pas encore en l'état, mais on y réfléchit. Donc je pense qu'il va y avoir une réflexion qui se fait. Après,
comme du point de vue du consommateur, je pense surtout pour les pays comme le nôtre, si vous avez en face de vous une option qui est le système classique, on va dire, paiement par cas, et puis après la possibilité d'utiliser quelque chose qui est tout nouveau, mais qui finalement, on ne sait pas trop s'il est garanti, je pense qu'au-delà de certains montants pour juste tester la nouveauté, il va quand même y avoir une réflexion de savoir où on met ses billes. Attendez, monsieur. Je dirais aussi qu'il est un peu risqué de laisser la décision au marché, de prendre un pas en arrière pour voir si le consommateur accepte le Libra au lieu d'une monnaie officielle. Parce que le Libra, après tout, c'est un projet oligopoliste. On en a parlé, le coût des virements bancaires, c'est une des justifications pour lesquelles on devrait avoir quelque chose une alternative. Parce que les systèmes à présent, ils sont trop coûteux, le coût de faire un virement bancaire, etc., le coût du cash. Mais une des réseaux principaux pour lequel le coût de ces virements est tel qu'il est, c'est le fait que déjà aujourd'hui, le secteur bancaire est oligopoliste. Et voilà, on a déjà ici un problème que les coûts sont élevés parce que on a une situation oligopoliste dans le marché bancaire. Est-ce qu'on veut vraiment inviter le public à remplacer une situation monopoliste et oligopoliste avec une autre, ce qui serait le cas avec le libre? Je m'en doute. Vous voulez réagir? Je pense que les banques centrales ont été prises au dépourvu et ne s'attendaient pas à ce projet. Elles pensaient encore pouvoir maîtriser la masse monétaire avec cette idée que l'émission de monnaie centrale rejaillit sur le crédit bancaire et de là sur l'ensemble de la masse monétaire par cette idée du multiplicateur de la base monétaire qui est une idée friedmanienne qui remonte à l'idée de l'hélicoptère monétaire. Maintenant, les banques centrales cherchent à se coordonner entre elles avec les autorités de régulation pour empêcher le lancement de ce projet Libra ou alors à l'encadrer de telle sorte que l'association Libra et derrière elle, Facebook et ses consoeurs n'aient plus l'intérêt à un tel projet. Donc de deux choses l'une. Soit on aura une monnaie de banque centrale digitale et le projet Libra aura accéléré cette conclusion. Soit l'association Libra va naître, mais alors ce sera quelque part intégré dans le secteur bancaire. Il y aura des banques derrière elle, des banques qui vont financer ce projet et des banques qui pourront se refinancer auprès d'une banque centrale. Mais le problème reste, c'est que c'est une idée qui traverse l'économie globale et donc la globalisation financière va continuer en émasculant d'autant plus les banques centrales. Les politiques monétaires aujourd'hui ne servent plus grand-chose, sauf à faire enfler le prix des actifs. Mais les politiques monétaires vont être entièrement émasculées si un tel projet aura pris. Passer à M. Manfredi. J'aimerais rajouter 2 éléments. Le premier, c'est que si on prend un espace-temps un peu décalé, on constate que la frilosité des banques centrales à l'égard du CBDC a changé à une vitesse complètement dans les 12 derniers mois. Au départ, les banques centrales disaient peut-être, éventuellement, merci. Aujourd'hui, vous avez la BRI qui a changé d'avis. Vous avez Mme Lagarde qui va devenir la tête de la BCE, qui est en faveur. Vous avez la Suède qui a ouvert un marché public. Donc, la vitesse de changement de paradigme est extrêmement accélérée. L'autre remarque, et je ne veux pas être désobligeant à l'égard du représentant de la BNS, mais je crois que c'est le politique qui doit prendre la décision. Il s'agit du Parlement et pas la BNS. Il faut que le politique fasse un choix de société
Et il doit le faire parce que c'est lui qui décide et pas la BNS. Il ne s'agit pas, je le répète, de changer de machine d'impression. Il faut changer la loi et définir des standards. Et c'est lui qui a la responsabilité. Il ne faut pas attendre que les fonctionnaires de la BNS disent « enfin, ce sera peut-être intéressant ». Non, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités et réagissent face à des dérapages tels que Libra. C'est mon avis et je le partage. Donc pour vous, c'est clairement un problème de souveraineté, l'apparition de ce genre de monnaie. Hein. Alors encore une fois, Monsieur Rossi a dit que les banques centrales ont été prises au dépourvu. Moi, je ne suis pas sûr qu'elles ont été complètement prises au dépourvu. Moi, j'aurais peut-être l'impression, je ne veux pas être un peu provocateur, mais j'aurais l'impression que on leur enlève leur oreiller de paresse, donc elles ont peut-être un peu de mal à vouloir se bouger. Hein. Pourquoi est-ce que les banques centrales, comment est-ce qu'elles peuvent accepter qu'on leur enlève une part de leur souveraineté? Micro. Alors, je ne savais pas que j'étais le représentant de la BNS, non. Je me concentrais d'être membre du conseil de banque et sans plus. Bon. Est-ce qu'il y avait un oreille de paresse? Disons, il y a un développement technologique. Bon, on en a vu par le passé avec le développement de cartes de crédit, le système de paiement. Les paramètres, la demande de monnaie changent, ça, c'est pas nouveau. Les banques centrales doivent faire avec ça. Vous avez des changements de l'infrastructure de paiement qui impliquent des changements sur la transmission de la politique monétaire. On aimerait toujours que les choses restent comme on a l'habitude, mais finalement, c'est pas un choix. Il faut s'y adapter. Après, le défi, c'est que vous voulez vous adapter, mais pas non plus aller plus vite que la musique. Donc, il est aussi important, dès que comme banque centrale, vous prenez une décision, après, vous devez l'assumer et vous êtes un acteur public. Donc, si vous faites une erreur, c'est pas juste vous, c'est tout le pays qui en souffre, ce qui explique que parfois les choses soient plus inertielles que ça serait dans des développements privés. Mais ça, c'est leur rôle. Il y a quelqu'un d'entre vous qui aurait envie de poser une question? Monsieur, vous vous présentez peut-être, et puis une question sur le thème donc, des banques centrales. Uwe Burka, près de Lausanne. Je suis indépendant conseiller pour l'environnement et la nouvelle économie. Nous parlons, pardon, mon français est terrible. Nous parlons beaucoup de questions de technique, mais des questions de qualité, c'était pour moi très important. Le nom de Libra, liberté, c'était des questions où est de liberté, en quel côté, c'était une question, et aussi des questions de révolution des Français. Nous avons 3 poids, liberté, égalité et fraternité. Et fraternity est là pour économie. Économie n'est pas libre, économie est là pour fraternity. So, des questions et cette Libra ou notre banque centrale a réellement un chemin pour faire des choses pour le peuple, de fraternity pour chacune. Comment vous pensez pour prendre vraiment cette question de qualité, de fraternité, comment vous envisagez des questions de qualité pour fraternité, pour le peuple? Qui est-ce qui aimerait répondre? Monsieur Perret? Attendez. Merci pour votre question. Je pense que la monnaie, effectivement, elle a une dimension bien publique et une dimension privée. C'est-à-dire qu'à la fois, les banques peuvent faire de la monnaie dette, et puis, en même temps, la Banque centrale, actuellement, avec le cash, produit un service public de paiement. Donc, elle a cette ambivalence. La monnaie, elle est à la fois plus publique et privée. Et si le cash disparaît complètement, finalement, c'est la privatisation intégrale de la monnaie. Et avec la Libra, c'est aussi des acteurs qui sont for profit, qui émettent, enfin, qui contestent l'émission de monnaie, mais enfin, qui proposent un système de paiement. Et moi, je pense qu'effectivement, ça pourrait être un problème. Je pense que la CBDC, ce serait un moyen de maintenir une forme de service public de paiement, parce que je pense que la monnaie ne devrait pas être complètement une activité lucrative, mais il devrait y avoir
ça devrait rester une dimension de bien public. C'est quelque chose qu'on partage tous. La stabilité de la monnaie a un impact massif sur nous tous, sur l'économie, mais sur les citoyens. Et je pense que des acteurs publics comme la Banque centrale ont un rôle à jouer au niveau des paiements de détail. Et ce rôle doit être maintenu. Et la CBDC, c'est le moyen de maintenir cette dimension bien publique de la monnaie. Paul ? Juste pour rebondir, je ne sais pas, j'ai été frappé dans un des diapos, je ne sais plus dans quelle présentation, un des banquiers centraux disait « Et si on faisait la monnaie de banque centrale en réseau, j'avais compris, au niveau international ?» Vous faites référence à une communauté de paiement, une solidarité qu'on pense nationale. Pour tout un tas de raisons, les frontières nationales, notamment en économie, sont en train d'exploser ou en tout cas de se déplacer. Alors peut-être ce moment-là, avec des possibilités technologiques, serait pour les banquiers centraux de repenser ce qu'ils avaient commencé à envisager dans les années 60 et 70 sous le nom des droits de tirage spéciaux, et d'imaginer de faire quelque chose de type monnaie publique, internationale, transnationale, en utilisant les technologies de CBTC, en sachant que ça serait une monnaie somme toute marginale, mais qui néanmoins indiquerait un élargissement de la communauté de paiement aux dimensions du monde. Monsieur Stiefmüller, je crois que vous voulez intervenir. Oui, je voudrais bien reprendre le point du bien public qu'a mentionné M. Perry. En effet, il faut peut-être encore passer un pas plus loin. Qu'est-ce qui est la base? Qu'est-ce qui est la base de l'utilisation de la monnaie officielle? C'est une sorte de consensus. Alors on a un bien public qui est soutenu par un consensus social. Un consensus social que, à mon avis, on pourrait appeler le contrat social. Le bien public de l'argent, enfin de la monnaie, est un bien public qui est protégé sous le contrat social par l'État et par les institutions de l'État à cause d'un consensus parmi la population. Et ce n'est pas limité, d'ailleurs, au niveau national. On a bien vu, en Europe, que le consensus politique, le consensus social peut dépasser les limites nationaux. Et cela adresse aussi le point de la globalisation. Alors, il n'y a pas de contradiction là. Mais ce qui est important, c'est que si on privatise la monnaie, on fait ce qu'on a déjà fait sur le côté de la monnaie bancaire. Et je répète, c'est ce qui a acheminé la crise de 2007-2008, c'est-à-dire la surabondance de crédit créée par le secteur privé, par les banques, et les profits qui en venaient privatisés par les banques, les pertes socialisées par le peuple, par les imposants. Et c'est exactement le même problème qui se pose ici. Est-ce qu'on veut confier une fonction centrale, la création, cette fois-ci vraiment la création de la monnaie, pas seulement la création de la monnaie, à des institutions privées? Merci. 5 minutes encore. Ok. Non, pour l'instant, il reste 1 minute pour une question. Quelqu'un veut poser une question? Vous, au fond. Bonjour, je me présente, je m'appelle Bruno Paquier, je suis avocat habilitant à l'Université de Fribourg et je suis professeur à la HEG. Moi j'ai une question, j'ai une remarque en fait sur l'absence de cours légal des crypto-monnaies, notamment Facebook. Alors mon opinion c'est que c'est un faux problème parce que comme ça a été dit plus tard, c'est vrai qu'il y a seulement le franc suisse sous forme de cash ou de pièces qui a un cours légal. Mais toutes les autres formes de paiement, par exemple le virement bancaire, n'est actuellement pas
n'a pas de cours légal. Par contre, dans l'immense majorité des cas, les parties contractuelles s'accordent sur un moyen de paiement. Et je pense que le jour où le Libra est accepté par le plus grand nombre, ça ne sera pas plus problématique que les cartes de crédit, par exemple. Donc c'est mon commentaire. Mon impression, c'est que le cours légal n'est pas, l'absence de cours légal des crypto-monnaies n'est pas un vrai problème. Voilà. Et puis je ne sais pas si vous voulez réagir. Si vous voulez réagir, Monsieur Manfrini. Volontiers. Attendez. Je ne veux pas contredire mon frère, mais la monnaie scripturale exprime une créance qui est elle-même exprimée en franc suisse. Et le franc suisse, il a cours légal. De sorte que le créancier et le débiteur se versent des prestations qui ont un effet libératoire parce qu'elles sont exprimées en franc suisse. Libra, c'est tout autre chose. Vous n'exprimez pas un paiement avec des créances ou des dettes en unité monétaire ayant cours légal et vous n'avez pas l'effet libératoire. C'est ce qui change. Il faut en prendre conscience. C'est là le problème. Vous passez à Monsieur Rossi. Passez à Monsieur Rossi. Si je peux rebondir sur cette question, je pense qu'il y a une nuance là entre la valeur de la monnaie et la validité. Le cours légal nous donne une validité sur le plan juridique. Je pense que M. Manfrini a tout à fait raison de le faire remarquer. Mais la valeur, c'est un concept économique et Libra n'aura aucune valeur avant qu'elle ne soit émise lors du paiement des salaires. Si une entreprise en Suisse, par exemple, celles et ceux qui travaillent pour l'association Libra vont être rémunérés en Libra, alors là, Libra aura un pouvoir d'achat. Mais il faudra que Libra soit émise dans un paiement, alors que pour l'instant, le projet ne veut que Libra soit qu'une étiquette juxtaposée sur un panier de monnaie préexistante. Donc Libra ne sera pas une monnaie tant qu'elle n'est pas émise. Mais pour qu'elle soit émise, il faut qu'il y ait une banque. Parce que personne ne peut émettre sa propre dette et puis prétendre qu'elle a un pouvoir d'achat positif. Même si on nous impose d'accepter celle-ci, c'est une promesse de paiement. C'est cette idée du seigneuriage, quelque part. Est-ce qu'il y a encore le temps pour une question? Une dernière question? Dernière question, monsieur. Avec les lunettes, là. Oui, bonjour. Massenet Jonathan, je suis chargé de cours en macroéconomie et en économie monétaire. Je voulais un peu rebondir sur ce qui vient d'être dit sous forme d'une question, mais sans trop m'aventurer, je pense que l'ensemble de l'histoire de la pensée monétaire est traversée par une controverse entre le fait de savoir si finalement la monnaie est endogène, elle est appelée par l'activité économique et créée pour ce faire, ou bien est-ce qu'elle est exogène. On aurait une entité qui serait, comme la Banque centrale, dans certaines théories, un peu extérieure au système économique et pourrait, au fond, créer de la monnaie selon sa volonté. Et sur cette question de nature, on va dire, endogène de la monnaie, auquel moi je crois, la question que je me pose, c'est est-ce qu'une technologie comme la blockchain, finalement, pourrait s'inscrire dans cette réflexion-là ou pas? Puisqu'on comprend bien que quand on a un paiement, on a, comme c'était dit par le professeur Rossi, on a trois acteurs, on a le payé, le payeur, l'institut qui émet le moyen de paiement. Et en ce sens, la monnaie, c'est un jeu d'écriture comptable qui est émise pour faire des paiements. Et avec une blockchain, on a plutôt une monnaie, une crypto-monnaie ici, qui est minée selon un protocole préprogrammé et avec une quantité créée qui est elle-même préprogrammée. Pour les bitcoins, c'est 21 millions d'unités au maximum. Et donc, on a ici plutôt une résurgence d'une monnaie exogène. Et est-ce qu'avec la technologie blockchain, on n'est pas justement cantonné à cette idée de monnaie exogène, avec une monnaie qui peut être minée, mais qui ne sera jamais détruite, alors qu'une monnaie traditionnelle peut être détruite, on pense notamment quand les crédits sont remboursés. Donc voilà, quel est votre avis sur cette question de, au fond, nature endogène, exogène de la monnaie par rapport au développement des technologies blockchain? Monsieur Stiefmüller. J'ai juste une... Attendez. J'ai juste une brève annotation parce que je crois qu'il y a une tendance à confondre les concepts. Le blockchain est différent du distributed ledger. Ce sont des aspects assez différents. La technologie de base est le distributed ledger.
Et cela peut se faire de façon ouverte ou de façon close, ou façon fermée. Le système de Bitcoin, où sont minés, où on mine la monnaie, c'est le côté ouvert. Parce qu'il faut un gros réseau de vérification qui est plus ou moins propulsé par le minage. Mais ce qu'on a ici, et ce qu'on a dans le cas des monnaies digitales des banques centrales, ce sera une blockchain fermée, ou bien un distributed ledger, qui sera fermée, mais qui sera basée sur la même technologie de base. Alors, plus ou moins, une traduction de la monnaie officielle, traditionnelle, émise par une institution publique, mais de façon digitale. Ça n'a rien à voir avec le minage, ça n'a rien à voir avec, disons, une création externe. Ok. Monsieur T, après... Très brièvement, dans le cas de la Libra, comme c'est finalement rien d'autre qu'un package de monnaies qui existe déjà, tout ce qu'on peut penser, les aides qu'on peut avoir sur les monnaies classiques, se transposent automatiquement à la Libra. Voilà, on arrive au bout de cette table ronde et puis de ce colloque. Ma conclusion sera simple, il n'y a pas de conclusion. On est au début d'une histoire, ou plutôt, on est dans la transformation d'une histoire qui a commencé quand moi j'étais un jeune journaliste économique, au moment où, ça a été évoqué tout à l'heure, les cartes de crédit et les cartes de débit ont commencé à faire prendre des cheveux blancs aux banques centrales. Voilà. Est-ce que Paul, tu veux dire quelque chose? Je voulais juste te remercier les orateurs, remercier le public et tous ceux qui ont fait le voyage de Fribourg. Je pense, comme tu viens de le dire, on est au début d'une conversation. On a posé la question, est-ce que Libra sonne le glas des banques centrales? Peut-être le glas se met à vibrer, il ne sonne pas encore, mais il y a quelque chose qui est quand même dans l'air. Et que, comme ça a été dit par l'ensemble des orateurs, une attention aiguë, à la fois du point de vue technologique et réglementaire, est requise pour que ces communautés de paiement dont on a parlé n'en souffrent pas trop par des incursions de différentes initiatives qui oublieraient la dimension de solidarité qu'une monnaie, d'une manière ou d'une autre, en tout cas historiquement impliquée, peut-être l'avenir sera différent, mais historiquement en tout cas impliquée. Donc je vous remercie, au nom de tous les organisateurs, de Virgile Perret, d'Andrew Mangal, qui ont contribué au succès de cette manifestation. Merci.